Bonjour Arnaud, Bonjour, bienvenue sur InPower. merci beaucoup. Tu es le premier astronaute qu'on reçoit. C'est ouf quand même. Oui, bah moi je suis vraiment content, merci beaucoup de me recevoir et j'ai hâte de voir comment ça va se passer et tous les sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble. Il a très peur de la sauce à laquelle il va être mangé. Ne t'inquiète pas. En fait, j'en parlais avec la team avant de commencer, je me suis dit c'est marrant, j'ai vraiment l'image de l'astronaute comme ce qu'on peut voir dans les films, ou d'ailleurs comme on a pu le vivre quand on était enfant, quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire plus tard. Et en fait, on donne toujours l'exemple de l'astronaute. Et en fait, il y en a tellement peu qui le deviennent finalement que je me dis, d'où vient ce différentiel entre les rêves des enfants et finalement ce qu'ils sont amenés à faire par la suite, quoi. Parce que tu vois, il y en a qui peuvent dire genre bon médecin ou danseur et tout, et fondamentalement, ils peuvent le devenir. Astronaute, j'ai l'impression que c'est fantasmé dès le plus jeune âge. Peut-être parce qu'on ne prend pas la mesure aussi de ce que ça demande, mais que par la suite, par contre, quand tu fais la réunion des anciens élèves 20 ans plus tard, t'as pas beaucoup d'astronautes dans la salle. Ouais, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis, je pense que c'est parce que quand on est enfant, on a une représentation du métier d'astronaute qui n'est pas nécessairement celle qu'on va découvrir plus tard, quand on grandit et qu'on comprend toute la complexité du métier et surtout malheureusement le principe de réalité qui est que très peu de personnes peuvent être astronautes parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités de vol, et donc du coup il y a très peu de chanceuses et de chanceux qui peuvent aller dans l'espace. Mais quand on est enfant, c'est toujours pareil, ça paraît absolument accessible. Moi, ce que tu dis, ça me parle tout à fait. Quand j'étais gamin, je me posais pas la question de est-ce que je vais y arriver ou pas. Quand j'avais 4 ou 5 ans, je voulais être astronaute. À un moment, j'étais intéressé aussi par la recherche, donc j'avais combiné les deux. Je disais que je voulais être chercheur embarqué dans une station spatiale, un métier que j'avais complètement inventé. Mais ça me paraissait absolument certain que ça existait et que j'allais y arriver. Après, au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que la réalité est un petit peu plus difficile. Ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Néanmoins, je pense que ça reste un rêve qui est intéressant de maintenir, comme un cap, comme une direction, comme une source de motivation, parce que ça exige le meilleur de toi-même, comme d'autres objectifs d'ailleurs. Mais c'est ce que je dis un petit peu aux jeunes, c'est que quand on se lance dans cette aventure, il faut quand même toujours garder à l'esprit que les chances d'arriver au bout sont quand même assez infimes. Et donc, il ne faut pas se préparer pour une catastrophe en disant je veux absolument être astronaute et si j'y arrive pas, je serai malheureux. Ouais. Parce que c'est se préparer pour une catastrophe. Et c'est jamais sûr. Enfin, tu vois, au départ, tu m'as présenté comme un astronaute. Ça dépend, parce qu'actuellement, moi, je suis encore jamais allé dans l'espace. Je suis en train de m'entraîner, je suis dans la réserve. Il peut se passer plein de choses entre ma réalité telle qu'elle est aujourd'hui et le moment où je serai dans un lanceur prêt à aller dans l'espace. Tout ça, c'est des choses que je maîtrise pas. Et donc, j'essaye aussi de garder à l'esprit que c'est pas certain, mais qu'indépendamment de ça, il y a énormément de choses à retirer de cette aventure. Comme je pense un enfant peut avoir énormément de choses à retirer de cet objectif, indépendamment du fait qu'il y arrive ou pas. Est-ce que tu as toujours... est-ce que tu n'as jamais perdu de vue ce rêve ? Non, alors j'ai jamais perdu de vue, mais comme tout adolescent, il y a des moments où j'ai envisagé autre chose. Mais je pense que c'était ça la force de cette attraction que j'avais vers ce métier, c'est que ça durait jamais plus que quelques semaines, quoi. Voilà. D'accord. Quand j'étais... Ouais. T'as eu le moment vers 4-5 ans où tu t'es dit c'est ce que je veux faire, parce qu'en fait je trouve que c'est parfois la société qui nous déconstruit nos rêves sans forcément qu'on s'en rende compte d'ailleurs, mais que ce soit le pragmatisme, que ce soit la comparaison, que ce soit... C'est assez dur finalement de passer l'âge adolescent, on va dire, et de continuer à avoir les rêves qu'on fantasmait. Et je me demande pourquoi, tu vois, je me dis mais ok, il y a un principe de réalité, c'est vrai, mais qu'est-ce qui a fait que toi, par exemple, tu as continué à y rêver alors que tu as bien vu les obstacles qui étaient sur ta route, alors que d'autres, en fait, se sont rapidement disqualifiés, quoi. Ouais, c'est le cœur du problème, je pense, malheureusement, beaucoup de personnes et que je rencontre aujourd'hui, tu vois, qui me disent quand j'étais enfant, j'avais ce rêve de devenir astronaute ou pilote de chasse ou plongeur ou d'autres métiers qui font un peu rêver, et ils me disent ah voilà, moi j'ai abandonné et toi pas, et pourquoi? Et je pense que c'est le cœur des questions, tu vois, de confiance en soi, d'autocensure, de la projection que tu peux avoir de tes capacités. Et ça rejoint un petit peu, tu vois, ma première réponse, c'est que pour moi, il faut accepter la possibilité de l'échec et voir ton objectif finalement que comme un peu comme un bonus, comme un sommet, que voilà, peut-être tu auras une belle vue si tu y arrives, mais il ne faut pas passer ton temps à marcher la tête levée, quoi. Il faut profiter de tout ce que tu fais, tout ce que tu gagnes, tout ce que tu apprends dans ce chemin, et ça peut prendre plein de formes différentes, parce que
cet objectif, il peut se dériver de façon différente. Par exemple, tu rêves d'être astronaute, mais en fait, quand t'es enfant, tu sais pas ce que c'est être astronaute. Donc, de quoi tu rêves, en fait? Tu rêves d'explorer quelque chose de nouveau, t'es curieuse sur les sciences, t'aimes le travail en équipe, t'aimes les systèmes complexes, et ça n'existe pas que dans le métier d'astronaute. Ça existe aussi dans le métier de pilote de chasse, ça existe dans le métier de pilote de 3F, ce que je fais actuellement là, dans l'armée de l'air et de l'espace, dans la recherche. Enfin, tout métier peut être une occasion de mettre en œuvre ce qui t'a initialement amené vers ce rêve. Et donc, du coup, tu l'entretiens, tu le fournis au jour le jour, et néanmoins, tu le gardes un peu comme une boussole. Comment t'as identifié ce qui te plaisait dans ce métier? Alors, pour être complètement honnête, je pense que ça s'est fait en plusieurs temps, si tu veux. C'est que quand j'avais 4 ans, je me disais pas « Ah ben, j'aime bien interagir avec les systèmes complexes », comme je viens de te le dire juste avant, tu vois. Quand j'avais 4 ans, d'abord, c'était une esthétique qui me plaisait, je pense. Tu vois, le ciel, la nuit, c'est beau. J'avais mon arrière-grand-père qui m'avait filé ses jumelles pour regarder les étoiles, tu vois, et je trouvais ça chouette, quoi. Je trouvais ça beau, tout simplement. Et la curiosité, enfin, au début, c'était quelque chose de pas forcément très construit. C'est plus un sentiment, un mouvement. Et puis après, j'ai identifié ça parce que je voyais que ça continuait à me plaire au fur et à mesure que je grandissais. Et que j'avais toujours cet attrait. Et donc, il a pris différentes formes. Il a pris une forme scientifique parce que donc, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai commencé à me plonger dans la physique, dans l'astrophysique, dans tout ce qui est super intéressant qu'on peut découvrir dans cette direction-là. Et puis ensuite, j'ai vécu à l'international. Donc, je me suis rendu compte que la coopération internationale, c'était super intéressant. J'ai été formé pilote, donc avoir un métier opérationnel, travailler en équipe, tout ça, j'ai vu que c'était des choses qui me plaisaient. Donc, si tu veux, c'est plutôt, j'avais un premier mouvement que j'ai entretenu, et après, des choses dans ma vie que j'ai raccrochées et qui, en l'occurrence, se sont trouvées alignées dans cette direction. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de parcours pour devenir astronaute, tu vois. C'est pas comme médecin où tu as le concours, les 6 années et plus. Comment tu as choisi par où commencer et quelles sont les possibilités, en fait? Alors ça, c'est vraiment important de le dire. Déjà, effectivement, il n'y a pas d'école d'astronaute, quoi. Et les métiers, les parcours sont extrêmement divers. Donc ma promotion, là, en 2022, on a été recrutés, on est 17, et tu as énormément de profils différents. On peut avoir un petit peu, si tu veux, ce biais national qui est que Sophie Adno, donc une pilote d'hélicoptère militaire qui a été recrutée astronaute en même temps que moi, Thomas Pesquet, moi-même, on est tous les 3 des pilotes. Donc on pourrait se dire, bon, avoir une conclusion un peu hâtive qui est, pour être astronaute, il faut être un pilote ou une pilote. En l'occurrence, pas du tout. Si tu prends cette promotion au sens plus large, tu vois qu'il y a des médecins, il y a des chercheurs, par exemple Rosemary Coogan, l'astronaute du Royaume-Uni, qui est chercheuse en astrophysique, Antea Comellini, qui est une astronaute italienne, qui a été recrutée en tant qu'ingénieur chez Thales. Enfin, tu vois, tu as des profils complètement différents. Et donc finalement, la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour être recruté comme astronaute, il n'y a pas vraiment de question, de réponse toute faite. Et bon, il faudrait demander ça à l'Agence spatiale européenne qui nous a recrutés. Mais moi, avec le recul, je pense qu'un des éléments communs, c'est qu'il faut déjà avoir fait la démonstration que tu es un bon professionnel dans ton métier au moment où tu te présentes. Voilà, parce que c'est pas un métier d'être candidat ou candidate astronaute. Tu te présentes en tant que pilote de chasse, en tant qu'ingénieur d'essai, en tant que chercheur, en tant que médecin. Il y a aussi un médecin, John McFall, l'astronaute anglais. Et tu fais la démonstration que dans ça, eh bien, tu es dédié à ta mission, que tu es performant, que tu es passionné, et qu'ensuite tu as cet attrait pour l'espace, tu as cette, on va dire, cet attachement à ce que ça représente l'exploration spatiale, et c'est ce qui va te permettre, je pense, d'être motivé sur le long terme, et ça, c'est une des garanties, je pense, dont tu as besoin dans ce métier. Je vais poser une question qui, je pense, Ah, je vais reformuler, mais j'ai pas le terme. Je vais poser une question bateau peut-être, mais en fait je me dis, quel est le lien entre un pilote et un astronaute? Parce qu'a priori tu vas pas la piloter, la fusée. Non, c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai maintenant, si tu veux. Effectivement, les véhicules sur lesquels on est actuellement amené à aller dans l'espace, ou dans le futur où on sera amené à aller dans l'espace, il y a de moins en moins une dimension de pilotage au sens, si tu veux, l'étoffe des héros, voilà, la vitesse, le facteur de charge, etc. Par contre, en fait, dans le métier de pilote, je pense que tu apprends à piloter, évidemment, c'est la base, il faut faire décoller et poser ton avion, et il faut le piloter correctement entre les deux. Mais tu apprends aussi énormément d'autres choses qui sont essentielles, je pense, ou en tout cas qui sont très utiles pour ce métier d'astronaute, mais tu as d'autres façons de l'apprendre aussi.
Et c'est notamment le fait d'interagir avec des systèmes complexes. Donc ça veut dire, tu vois, quand tu es dans le cockpit d'un Rafale ou d'un E3F, eh ben, tu as énormément de paramètres à comprendre en même temps. Tu as cet effort de ce qu'on appelle en anglais la situation awareness, la conscience de la situation, la construire et l'entretenir. Et ça, je pense que c'est très utile dans l'environnement spatial. L'habitude que tu peux avoir de travailler à la radio avec d'autres personnes, l'habitude de travailler dans un environnement où le retour immédiat à une situation saine n'est pas possible. Voilà. Quand tu es dans un avion de chasse, si tu as une panne, il va falloir que tu trouves une piste pour te poser. Tu peux pas immédiatement dire Pouncy, on arrête, voilà, je m'arrête. Quand tu fais de la plongée aussi très profond, tu peux pas immédiatement retourner à la surface. Il va falloir faire des paliers pendant plusieurs heures, tu vois. Et quand tu es dans l'espace, c'est, on va dire, encore un autre niveau. Même quelle que soit la gravité de la situation, il faut que tu sois préparé mentalement, physiquement aussi, intellectuellement, pour faire face à l'impossibilité de retour immédiat à une situation sûre. Quelles sont les... Donc ça, c'est pour les compétences intellectuelles. Quelles sont les compétences physiques requises? J'ai envie de te demander, pour être plongeur et pour être pilote, et pour être astronaute, parce que j'imagine que c'est un palier différent, ça doit être des examens différents. Et ouais, comment tu t'assures que tu es au niveau bon, parce qu'apparemment, il faut être en forme pour aller dans l'espace. Donc. Alors, oui et non, pas tant que ça non plus, tu vois, ça, okay. l'Agence spatiale européenne a été assez claire sur ça. En tout cas, ce serait vraiment une mauvaise idée que de se censurer parce qu'on se dit je suis pas assez sportif au moment d'une sélection, tu vois, d'une candidature. Ça serait une mauvaise raison, parmi tant d'autres, parce qu'en réalité, il faut pas être un athlète pour être un astronaute ou une astronaute. Il faut être en bonne santé. Voilà, il faut être en forme, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même que tu sois capable de maintenir un effort pendant un temps suffisamment long. Il faut que tu sois en bonne santé générale, on va dire. Mais l'Agence spatiale européenne ne recrute pas des athlètes. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est aussi pareil dans l'armée de l'air et de l'espace. Pour le métier de pilote, c'est une mauvaise raison de se censurer parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez en forme. Déjà, pour la première raison, c'est que c'est pas on peut toujours influer sur ça. Tu vois, entre le moment où tu décides que tu es intéressé par cette carrière et le moment où tu vas être amené à faire une épreuve quelle qu'elle soit, tu as de l'autorité sur ton état de forme. Donc pour ça, et de la même façon, pour être aujourd'hui pilote, suivant les avions, tu n'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Tu as besoin d'être en bonne santé, de faire attention à ton corps et à ta forme, mais tu n'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Tu avais rencontré... je pense à Thomas Pesquet parce qu'il est quand même connu, mais potentiellement d'autres astronautes avant de postuler. Alors, oui, donc plusieurs d'entre eux. Donc moi, j'ai fait mes études d'ingénieur à l'école Polytechnique, et il y a plusieurs anciens astronautes qui sont passés par cette école aussi. Et donc, quand j'étais à Polytechnique, j'ai téléphoné à Philippe Perrin, qui est donc un ancien astronaute français, parce que j'hésitais, en fait, en sortie de Polytechnique, entre différentes possibilités de carrière, on va dire. Et donc, je voulais lui poser un peu la question qui était... Le fond de ma question, et c'est intéressant parce que c'était un peu, de ton point de vue, qu'est-ce qui sera le plus utile dans cet objectif d'un jour devenir astronaute? Et il m'a répondu quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Il m'a dit, mais c'est absolument pas comme ça qu'il faut poser la question. Il faut que tu fasses ce qui te plaît le plus. Il faut que tu fasses, parmi ces différentes options, celle qui parle le plus à ta motivation, à ton cœur. Et ensuite, peut-être que ça t'aidera à être astronaute, mais étant donné les chances dont on parlait au départ, qui sont infimes d'arriver au bout, je te déconseille fortement de faire un choix qui ne serait pas celui que tu préfères, avec pour seul objectif de te rapprocher de cet objectif final. Donc voilà, c'était super intéressant. J'ai eu la chance, donc avant de faire de l'aéronautique, j'ai travaillé comme plongeur professionnel pour une boîte qui s'appelle la Comex à Marseille. Et dans ce cadre-là, je travaillais sur un projet d'entraînement des astronautes en milieu sous-marin. Donc en fait, on développait un exosquelette, une combinaison expérimentale pour aller sous l'eau à Marseille, donc là où j'ai grandi, dans la mer, et pour s'entraîner à faire des sorties extravéhiculaires. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Clairbois, qui est venu essayer cette combinaison, donc c'est un autre astronaute français, et dont j'ai été le plongeur de sécurité quand je l'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Donc t'imagines, c'était un grand honneur pour moi. Et donc aussi, il m'avait donné plein de conseils. Thomas Pesquet, je l'avais croisé complètement par hasard dans un aéroport, et il m'avait aidé, parce que c'était dans un pays étranger, donc il m'avait aidé à
interagir avec le douanier qui me posait des questions. Moi, je maîtrisais pas tout à fait la langue à ce moment-là, mais sans du tout savoir qui j'étais. Et je lui en ai reparlé récemment, c'est marrant parce qu'il s'en rappelle pas. Forcément. Ouais. Et puis après, tous les autres astronautes français, je les ai croisés pour la plupart après la sélection. Qu'est-ce qui aurait fait que tu... Non, je vais la refaire. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir cet examen final? Donc vous êtes, je crois, 17 choisis sur plus de 20 000. Mm-hmm. Avec le recul, est-ce que tu arrives à identifier ce qui t'aurait fait rater si tu n'avais pas eu l'occasion d'apprendre telle ou telle compétence au cours de ces dernières années? Alors, il y a plusieurs aspects, selon moi, selon les différentes étapes de la sélection, si tu veux. Parce que je pense que dans les premières étapes, donc ça se passe en 6 épreuves. Les premières, elles sont plus orientées sur ton CV, ton expérience. Après, on teste tes capacités psychotechniques, tes capacités psychologiques de travail en groupe. Et puis ensuite, ça devient de plus en plus, si tu veux, des entretiens, des sortes de grands oraux où on teste tes réponses et ton approche du métier. Et donc, pour la première partie, on va dire celle où tu dois faire la démonstration que tu as une légitimité technique, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été essentiels dans mon parcours, tu vois. Le fait d'avoir été formé pilote de chasse dans l'armée de l'air, le fait d'avoir été diplômé donc, de Polytechnique, le fait d'avoir une expérience de plongeur, enfin tu vois, ça me permettait, si tu veux, d'arriver avec une légitimité technique sur mes capacités à travailler dans un environnement opérationnel, à comprendre ce qu'on me demande, à interagir avec des systèmes qui sont pas simples, etc. Mais je pense qu'on était très, très nombreuses et très nombreux dans ce cas-là en réalité, si tu fais les maths, exactement. Et donc, au fur et à mesure ensuite que ça avance, tu as une étape qui est très difficile, qui est l'étape médicale, parce qu'elle, c'est complètement... Enfin, c'est de la chance, quoi. Oui, c'est arbitraire. Voilà, complètement arbitraire, c'est la plus injuste, on va dire. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été éliminées à ce moment-là. Qu'est-ce qui est rédhibitoire ? Alors c'est pareil, tu vois, je vais te faire encore un peu une fausse réponse, c'est que y a rien qui est écrit dans le marbre, ouais. Y a pas une, je sais pas, la vue, une non, barre. y a pas Alors effectivement, truc, si tu as des gros problèmes de vue, si tu veux, ça va être plus compliqué, mais l'Agence spatiale européenne n'écrit pas noir sur blanc la barre en dessous de laquelle ça sert à rien d'y aller, parce que le médical, c'est pas une science exacte aussi, et tu vois, les standards évoluent, t'as des contre-mesures qui sont possibles, donc... c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix, qui était un choix fort de ne pas fermer la porte en disant bon ben voilà, si vous n'avez pas telle vue, terminé. Néanmoins, il fallait pour se présenter à avoir un certificat classe 2 qui est en fait le certificat que tu dois obtenir si tu veux être pilote privé, voilà, ou pilote de loisirs, on va dire. Donc tu avais quand même déjà cette première barre, et malgré ça, beaucoup de personnes ont été éliminées, tu vois, pour des raisons médicales. Donc ça c'est difficile et assez injuste, mais malheureusement c'est comme ça. Et donc, pour revenir à ta question, ensuite, une fois que tu as passé cette étape, là, ça devient beaucoup plus de l'humain, quoi. Tu vois, finalement, c'est des gens qui sont en face de toi, à qui tu parles et que tu dois convaincre. Tu dois montrer qu'ils peuvent te faire confiance dans l'exécution du métier, mais aussi dans ce que tu vas représenter de ce métier et de l'institution auquel tu adhères. Parce que finalement, on ne te recrute pas pour ce que tu es toi, mais on te recrute pour ta capacité à faire une mission. Et donc c'est vraiment la relation, je pense, à la mission qui est primordiale. Et donc voilà, moi j'avais essayé d'y réfléchir le plus possible. Est-ce que c'est ça qui... Comment tu y as réfléchi ? Ouais, alors... Comment on se prépare à l'entretien presque d'une vie, quoi ? Ouais, c'est vrai. En gros, moi le choix que j'ai fait, c'est de me dire déjà... Enfin, de prendre le temps, tu vois, de souffler et de me dire il faut absolument pas que je tombe dans le piège de vouloir répondre tel que j'imagine qu'on veuille que je réponde. C'est-à-dire, tu vois, de pas me laisser aspirer par la représentation que j'avais des exigences des personnes qui sont en face de moi. Et c'est très difficile. Surtout quand, tu vois, tu as été éduqué un peu à la française, beaucoup de concours, beaucoup de choses comme ça un petit peu théoriques. Tu as ce réflexe un peu de bon élève de vouloir anticiper les exigences des personnes que tu as en face de toi. Le problème, c'est que quand tu vas sur des sujets qui sont très profonds, et finalement, c'est ce que tu dis, c'est l'entretien d'une vie. Moi, tu vois, depuis que j'ai 3-4 ans, je rêve de faire ça.
Et donc, j'ai fait cet entretien, j'en avais 30. Ça faisait 26 ans que Ouais, j'étais... le poids du rêve, il est lourd. Exactement. Donc, tu vas quand même aller sur des sujets qui sont très personnels, qui sont très profonds. Et là, ça s'entend immédiatement si finalement tu réponds à ce qu'on a envie d'entendre et pas à ce que tu crois pour de vrai, quoi. Donc, comment est-ce que tu t'assures qu'effectivement tu tombes pas là-dedans ? Eh ben, moi, ce que j'ai fait, c'est aussi de m'appuyer sur des personnes qui me sont très proches, tu vois, des amis très proches, ma compagne, évidemment, et de répondre finalement, parce que tu peux quand même te dire, il y a des questions, alors tu peux pas tout anticiper, mais tu peux quand même, si tu te poses 2 secondes, on va globalement te demander pourquoi tu veux faire ça, pourquoi toi et pas un autre ou une autre. Enfin, tu vois, tu as quand même quelques questions que tu peux imaginer. Ouais. Plus facile d'anticiper qu'un entretien comme celui d'aujourd'hui. Et donc, du coup, tu peux répondre à cette question et poser la question à ces personnes qui te connaissent très bien, de dire est-ce que c'est bien moi ? Et est-ce que c'est clair ? Est-ce que ça vous parle ? Donc, il n'y a pas de stratégie, tu vois, parce que en fait, c'est le principe d'un concours, c'est-à-dire que si c'est toi ou quelqu'un d'autre, enfin, il y a quand même le coup du renoncement. Parce que ce que j'entends de ce que tu dis, et c'est rassurant aussi d'un côté, c'est avant tout le fait d'être soi-même qui permettra de mettre toutes les chances de son côté. Mais j'imaginais qu'il y avait peut-être une dimension stratégie ou de... Enfin, tu vois, ici, on reçoit des experts genre dans la négociation, le fait de convaincre. Tu vois, est-ce que tu t'es dit ça ? Est-ce que tu t'es dit quand même, faut que... Je dois mettre toutes les chances de mon côté et du coup, le plan pour les convaincre, c'est ça. Ouais. Alors maintenant que tu le dis, tu vois, en fait, je pense qu'aussi ce qui est difficile, c'est qu'il y a un biais de recul, si tu veux. C'est que maintenant que c'est terminé, que j'ai obtenu finalement le résultat dont je rêvais, c'est difficile de pas réinterpréter ma propre stratégie. Parce que, évidemment, par contre, même si j'avais ce principe directeur qui est il faut être soi-même, j'ai fait mes devoirs, quoi, tu vois. Et c'est ça qui donne confiance en moi, aussi par mon caractère, c'est que j'ai envie d'arriver avec la sensation d'un bagage technique où on va pas pouvoir m'avoir sur un coup simple. Et donc effectivement, tu vois, réviser, c'est simple, mais avoir une bonne idée des missions en cours de l'Agence spatiale européenne, savoir quelle est leur vision, se renseigner, poser des questions, ça pour moi, si tu veux, c'est un premier truc que j'ai fait, qui était l'assise dont j'avais besoin pour avoir confiance en moi et pour arriver avec le calme nécessaire. Et puis, tu vois, aussi me remettre un petit peu dans les langues étrangères, parce que je me doutais bien qu'à partir du moment où dans un CV, tu te dis, bon ben voilà, je parle telle langue, on va pas acheter comme ça. Voilà. Exactement. Donc, du coup, j'ai bien fait, parce qu'effectivement, on te pose des questions dans différentes langues, il faut switcher un petit peu. Donc, il y a quand même une partie technique de préparation. Une préparation aussi... toujours la même, enfin ça va te paraître complètement bateau ce que je vais te dire, mais c'est bien dormir la veille, tu vois, ne pas faire la grosse fête la veille de ton entretien, te mettre aussi dans des bonnes dispositions, c'est-à-dire nous on avait la chance, vu qu'on était toutes les candidates et les candidats, on était dans les mêmes hôtels au moment des épreuves, donc en fait on interagissait les uns avec les autres, donc voilà, passer un bon moment la veille, te mettre dans un bon état d'esprit pour pas arriver la boule au ventre, la sensation d'être dans une compétition féroce, ça aide aussi. Mais une fois que tu as fait ce prérequis, c'est pas ça qui va je pense, te permettre de te démarquer. Et d'ailleurs, j'ai été assez peu challengé sur le technique, si tu veux. Je pense aussi parce que j'ai un parcours, un background qui est très technique. Mais je m'attendais, moi, si tu veux, à ce qu'on me pose des questions. Alors, le Rafale, comment ça fonctionne, cette partie-là, ça veut dire quoi, être pilote, et s'il se passe ça, vous faites quoi et tout. Assez peu, finalement, tu vois. D'accord. C'était beaucoup plus des questions un peu plus profondes, finalement, et un peu plus personnelles. Comment tu vis le fait que, finalement, t'as quand même contrôlé tout ce qui t'a amené ici, que ça dépend beaucoup quand même de toi, de ton travail et de tes efforts, et le fait que désormais, ta vie presque va être décidée par d'autres, et que tu n'as pas forcément d'influence dessus. Très belle question. Spot on. C'est le cœur du sujet, si tu veux, effectivement, et de la difficulté, parce que comme je vois que tu l'as tout à fait compris, le monde du spatial et de l'exploration spatiale, il y a très peu d'opportunités de vol. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer qui t'écartent de cette trajectoire. Actuellement, je suis dans la réserve, donc tu vois, je ne suis pas encore affecté à une mission, je m'entraîne, mais qu'une partie de l'année. Et il y a toute une partie de ces éléments qui sont, comme tu viens de le dire, qui ne sont pas entre mes mains.
Et donc, pour moi, la première étape, mais je te dis ça, je m'en convainc encore en te le disant, c'est de le reconnaître en fait, qu'il faut séparer les choses entre les choses sur lesquelles tu n'as pas d'autorité plutôt que de l'influence. Tu peux avoir une influence, mais tu n'as pas d'autorité. Et donc, moi, je mets plein de choses là-dedans. Et donc, ce que je fais, c'est que je les monitore, je les surveille, parce que j'ai envie d'affiner ma perception de la situation dans un milieu qui est assez complexe. Donc, tu vois, j'ai une oreille attentive, mais je perds pas mon énergie en spéculation, en conjecture, en disant bon, c'est un billard à 50 bandes, si je fais ça, il va se passer ça, si cette personne dit ça. Il y a tellement d'acteurs, c'est tellement dynamique comme système que tu peux pas vraiment faire des conjectures solides. Donc voilà, j'ai ce premier sac qui est, je l'ai pas entre les mains, mais je le surveille. Et après, il y a l'autre sac qui est tout ce sur quoi j'ai de l'autorité. Et en fait, ça t'occupe une journée, ça t'occupe une vie. Et donc, c'est suffisant. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est comment est-ce que je fais pour être un bon pilote dans l'armée de l'air et de l'espace, comment je fais pour servir correctement mon escadron, les missions qui me sont confiées, comment je fais pour progresser en tant qu'être humain, parce que indirectement, ça va servir cet objectif, quelle qu'en soit l'issue. Comment je fais pour être aussi toujours opérationnel, donc en étant techniquement impliqué, en faisant toujours autant de plongées. Enfin, tu vois, j'ai énormément finalement de leviers entre mes mains. Et même si ça représente un risque, finalement, parce que étant donné que tout n'est pas entre mes mains, ça peut mal finir, en quelque sorte. Et donc, on pourrait se dire, bon, c'est un peu risqué pour moi, tu vois, de venir parler avec toi, te parler de l'espace, etc., de ma position qui est actuelle. Mais en réalité, c'est aussi une responsabilité et donc une occasion de, comme je disais en introduction, de profiter d'un certain nombre de choses sur le chemin et pas uniquement du résultat final. Et si j'avais pas été recruté en 2022, si j'étais sur la défensive et que je refusais, tu vois, de parler avec toi parce qu'il y a une chance qu'un jour ça n'arrive pas, eh ben, j'aurais pas eu cet échange qui est enrichissant, j'aurais pas l'occasion de discuter avec les gens, de passer des messages qui sont importants pour moi, de servir l'armée de l'air, de servir le CNES, l'Agence spatiale française, de servir la DGA. Voilà, les missions ne manquent pas, et oui, je trouve de quoi t'occuper, c'est rassurant. En fait, je me demande, je suis assez convaincue que rêver est parfois plus jouissif que de réaliser le rêve. Et surtout quand il y a, je trouve, un enjeu comme le fait d'aller dans l'espace. En fait, j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas être déçu entre les attentes et la réalité quand on est arrivé pendant des années à un imaginaire et que cet imaginaire est forcément différent que celui qu'on avait imaginé. Ouais. Je pense qu'en réalité, une des façons de se protéger de ça, c'est de faire en sorte que cet imaginaire il soit pas, si tu veux, complètement fixé et figé. C'est toujours un idéal. Enfin, c'est ma conviction en tout cas. Mais au fur et à mesure que tu t'en rapproches, t'affines ta perception. Et donc, tu vois, c'est vraiment... pour moi, c'est comme... alors, je suis pas du tout sculpteur de pierre, hein, mais c'est au début, tu as un caillou que tu vois après loin, que tu as complètement idéalisé, puis au fur et à mesure que tu t'en rapproches, tu mets des coups de ciseaux de plus en plus, tu affines ta perception de la situation. Et par contre, on va dire, la liberté qu'il faut, selon moi, s'octroyer, c'est de dire, ok, maintenant que je vois mieux ce à quoi ça représente, est-ce que c'est toujours mon objectif ? Est-ce que c'est toujours mon rêve ? Ou est-ce que je continue de poursuivre quelque chose alors que les signes sont légion que finalement c'est pas du tout ce à quoi je rêvais quand j'étais gamin ou même il y a quelques années. Et si pour moi tu laisses ces deux portes ouvertes, c'est-à-dire ne pas figer un idéal mais en permanence le remodeler en fonction des informations qui sont à ta disposition, et que tu te laisses toujours la possibilité de sortir, de tirer sur la poignée comme on dit dans le monde de l'aéronautique militaire, donc sur le siège éjectable, si tu te rends compte que la situation dégénère et que c'est plus fait pour toi, et ben je pense que tu t'évites cette issue très défavorable qui est d'avoir dédié une vie à un objectif qui te déçoit. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris récemment, peut-être de collègues, peut-être juste au quotidien, qui a changé l'imaginaire justement que tu as du voyage dans l'espace ?
Alors, globalement, c'est surtout mes conversations avec Thomas Pesquet, Ok. parce que lui, il a l'expérience, tout simplement. Voilà. Et j'ai énormément de chance aussi parce qu'il m'a accueilli formidablement, si tu veux. Et au début, je me demandais un petit peu, enfin, tu vois, quand tu le vois dans les médias, enfin, c'est quand même quelqu'un qui est très en contrôle de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Et donc, je me demandais si est-ce que quand on allait être tous les deux, ça allait être la même chose. Comment est-ce qu'il allait interagir avec moi? Et tout de suite, enfin, si tu veux, il a été hyper gentil et il m'a fait gagner énormément de temps, je pense, dans la compréhension de ce métier. Tu vois, ce que lui a mis, je pense, plusieurs années à comprendre et à accumuler, c'est quelque chose il m'a fait confiance, je pense, très rapidement, et pour ça, je suis vraiment très reconnaissant. Et donc, il m'a fait gagner du temps dans ma compréhension de ce qui, justement, valait la peine de développer des efforts. Et il m'a permis de pointer du doigt plus rapidement ce que je devais mettre dans le sac des choses que je contrôlais pas et sur lesquelles, justement, j'avais pas d'autorité. Et donc, c'était peine perdue d'essayer de me perdre en conjecture sur cette partie-là. Quel est le meilleur conseil que Thomas Pesquet t'ait donné? Le premier, sois patient. C'est la première chose qu'il Quelle m'a dit. horreur! Mais tu vois, c'est finalement, je pense, c'est sûr. un peu le fond de la question. Parce que, alors, tu as plusieurs niveaux d'interprétation. Parce que soit tu dis sois patient, c'est bon, bah, il est gentil, en fait, il me dit de juste d'attendre et puis advienne ce que pourra. Mais l'autre interprétation que j'ai fait de la patience, c'est étant donné que cet horizon de temps, il est mal défini et surtout, il est pas entre mes mains, qu'est-ce que je fais du temps qui m'est imparti entre les deux? Voilà. Je cite Gandalf, je sais pas si tu as reconnu la communauté de l'anneau, quand il dit à Frodon, on peut pas décider ce qui nous arrive, mais par contre on peut décider quoi faire du temps qui nous est imparti. Et je voulais pas qu'on m'accuse de plagiat, mais du coup bah, j'aime beaucoup cette phrase et cette œuvre, et je pense que c'est super important, parce qu'une fois que tu prends la patience comme ça devient plus un sacerdoce, mais ça devient une opportunité de faire autre chose. Et donc par exemple, dans mon cas, au moment où j'ai été recruté astronaute par l'Agence spatiale européenne, je travaillais comme ingénieur d'essai sur Rafale pour la direction générale de l'armement. Et je travaillais aussi comme pilote là-bas sur d'autres avions, donc le PC-7, le TBM. Mais tu vois, j'avais envie d'aller refaire une période opérationnelle comme pilote dans l'armée de l'air. Et bien du coup, effectivement, mon horizon de temps, elle est pas extraordinairement claire. Je peux pas te dire je vais voler dans l'espace tel jour, mais dans ce temps que j'ai devant moi, j'ai demandé à retourner dans l'armée de l'air et être affecté donc, dans un escadron, à la 36e escadre, c'est le logo que j'ai ici, pour voler sur un avion, donc le 3F. Et donc tu vois, cette opportunité, ben, j'en suis vraiment super content et super reconnaissant. T'as pas du tout peur de l'éventualité d'aller dans l'espace? Peur, tu veux dire au sens que ça n'arrive flipper, pas quoi. ou Ah peur, non, non, flipper que ça arrive. D'accord. Même parce que paradoxalement, même si c'est ce à quoi tu rêves, il y a tellement d'incertitudes, tellement d'inconnus, là encore, tellement de choses que tu peux pas contrôler. Je me demande quoi. Est-ce que vous y allez sans peur parce que juste l'excitation est trop forte, ou est-ce que vous y allez malgré la peur? Je pense que ce serait déraisonnable que de te dire que que j'aurais pas peur ou que les astronautes n'ont pas peur au moment où ils vont dans l'espace. Je pense qu'il y a toujours une dimension, je dirais pas de peur, tu vois, mais de on va dire d'éveil, de tu pars dans, enfin, quand on y pense, je trouve que ça commence quand même comme un beau cauchemar, tu vois. Ouais. Donc oui, d'alerte si tu veux, mais je pense pas que t'es un astronaute qui soit allé en reculant en disant au moment où la fusée va décoller, mais qu'est-ce que je fais comme quand t'es à Disney, en fait non, non, je ne monterai pas dans Space Mountain. Je pense pas, parce que finalement, qu'est-ce qui fait peur? Souvent c'est l'inconnu, c'est de te retrouver dans une situation que tu maîtrises pas, et en fait quand tu de ce que Thomas m'a dit, de ce que Sophie me décrit, qui est en train de s'entraîner à Houston et ici, tu prépares tellement ton vol qu'il y a assez peu d'inconnus finalement, tu vois. Tu paves les potentialités de ce qui peut se passer, de tout un tas de compétences, de réactions, de connaissances, c'est tes checklists, les réactions d'urgence, ta compréhension des systèmes, ton entraînement sur les procédures avec tous les membres de l'équipe, aussi au sol. Tout ça, ça fait que tu n'évolues pas dans un environnement complètement inconnu. Et c'est exactement pareil, finalement, sur un avion. Enfin, tu vois, quand tu fais une mission opérationnelle avec un environnement tactique chargé, avec ne serait-ce que le fait d'être dans un avion, tu pourrais dire au moment de partir, bon, en fait,
Est-ce que j'ai pas un peu peur? Voilà, il y a un risque, ça c'est certain. Mais à partir du moment où tu te dis, en fait, c'est pas le risque que je vais chercher, c'est pas l'objectif. Le risque, c'est un moyen, c'est un coût que je dois prendre pour réaliser ma mission, et il faut que je le maîtrise. Et tout ce que tu déploies en amont de ta mission pour le réduire, ça, c'est ce qui fait que le jour où ça arrive, eh ben, t'as pas peur, et au contraire, t'es content, t'es fier de faire enfin ce pourquoi tu t'es entraîné. Est-ce que ta tolérance au risque s'est développée au fur et à mesure du temps? J'ai le sentiment que dans notre société, en tout cas occidentale, on est de plus en plus protégé par le risque. Et on en a paradoxalement aussi, je pense, de plus en plus peur, parce que les conséquences sont aussi peut-être plus publiques. Je me demande comment on peut essayer de réussir à renouer ou à développer cette tolérance au risque. Alors, dans mon expérience de l'évolution de ma perception du risque, pour moi, il y a vraiment aussi une question de maturité, si tu veux. C'est que quand tu es jeune pilote, jeune ingénieur, la gestion du risque, c'est quoi? C'est des papiers où tu vas te dire, décrire les risques, et puis tu vas les évaluer, tu vas mettre une probabilité, c'est des matrices, probabilité versus la gravité. Et tu as l'impression qu'en ayant rempli ce papier, finalement, tu as géré ce risque. Et au fur et à mesure que tu évolues dans ta carrière, tu te rends compte qu'en fait, non. En fait, ça, c'est important, parce que ça permet, c'est un bon support pour réfléchir, pour anticiper tout ce qui peut mal se passer. Mais la gestion du risque, in fine, c'est quand même une question humaine, vraiment fondamentalement. C'est une question d'équipe, c'est une question d'approche, c'est une question de ne pas se laisser... tu vois, on parlait un peu tout à l'heure d'autorité sur les événements. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de ne pas avoir cette sensation. Tu parlais aussi des manèges à Disneyland, d'être embarqué sur quelque chose et de ne plus pouvoir intervenir, exactement, merci, sur l'événement. Et donc, la gestion du risque, c'est avoir cette capacité à dire stop, à dire on arrête, à dire là, il faut qu'on fasse autrement, à challenger tes prises de position, quel que soit le contexte, à être capable aussi de challenger les autres avec les bonnes formes. Donc c'est plutôt ça. On va dire, pour ta première partie de ta question, ma perception de la gestion du risque, elle évolue avec ma carrière de plus en plus vers l'humain, alors qu'au début, elle était peut-être plus technique et académique. Ensuite, sur ce que tu disais, finalement, on accepte de moins en moins de prendre des risques, et donc finalement, ce que je comprends de ta question, c'est un peu, on veut trop se couvrir. Non, en fait, je trouve qu'on est on est de moins en moins encouragé à prendre des risques, parce qu'il y a des solutions plus faciles qui s'offrent à nous. Tu vois, peut-être que c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être, mais j'oppose un peu la facilité au risque. Et oui, j'ai l'impression que finalement aujourd'hui, peut-être parce qu'on a plus conscience aussi de ce qu'on a à perdre, peut-être parce que voilà, on nous propose, je vais essayer de trouver un exemple concret. En fait, là, tout à l'heure, je pense au permis, mais je me dis putain, Louis, tu peux pas dire ça. Je vais le dire. Donc moi, j'ai toujours pas le permis. Et je pense ne jamais le passer. Parce que en fait, aujourd'hui, je vis dans une société qui... J'ai pas besoin de le passer. Enfin, en tout cas, quand on vit à Paris et que on n'a pas forcément besoin de se déplacer. Mais aussi parce que fondamentalement, je me dis, je suis sûre que je tuerai quelqu'un. C'est évident. Je crois pas. Je me permets de contrer, mais bon, c'est un autre sujet. Merci pour le soutien. Non, mais tu vois, je trouve qu'il y a ce côté où en fait... Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, où tu vois, même les rencontres amoureuses, tu ne prends plus le risque forcément d'aller rencontrer l'autre, parce que tu as la possibilité et la facilité d'avoir quelqu'un sur ton tel. Tu vois, on a aujourd'hui, je trouve, beaucoup plus de possibilités de moins se mouiller. Ouais, je comprends. En fait, pour ton premier exemple, celui de la voiture, tu as fait un arbitrage. Tu t'es dit, ok, le coût que représente ce risque, en l'occurrence, selon ta perception, tuer quelqu'un, qui est un coût, on en conviendra, assez important, ne vaut pas le bénéfice que j'ai à réaliser cette mission de passer mon permis, parce que voilà, ça m'apporte pas grand-chose, puisque, donc tu disais, je vis à Paris. Bon, ça me paraît tout à fait sensé, si tu veux. Avec ces hypothèses, je suis tout à fait d'accord avec ton raisonnement, et je pense qu'il faut, et c'est une bonne direction dans laquelle la société va, si c'est ça, ne pas prendre de risques inutiles, et ne pas valoriser le risque pour le risque. Tu vois, voilà, c'est un peu à l'ancienne l'étoffe des héros, très la masculinité énorme. Voilà, on va aller dans un avion, faire n'importe quoi juste parce que pour le plaisir et pour la démonstration de ce que ça représente. Ça n'a aucun intérêt. Et je peux dire qu'aujourd'hui, le métier de pilote, le métier de chasse, le métier de pilote opérationnel, le métier de pilote d'essai, ça n'a plus rien à voir avec ça. Au contraire, c'est vraiment toujours prendre des risques de manière mesurée, parfois prendre des risques importants,
mais parce qu'ils ont la potentialité de nous ramener des Un résultats bénéfice important. importants. Voilà, que ce soit opérationnel ou dans les essais, d'un point de vue de la compréhension d'un problème. Voilà. Donc c'est vraiment cet arbitrage que toi, tu as fait, qu'on fait en permanence. Après, l'autre partie, la deuxième partie de ta mise en situation, c'est sur les relations amoureuses, sur la possibilité de se mouiller. Moi, je pense que c'est effectivement quelque chose d'important parce que si on attend toujours d'être sûr que le chemin qui nous mène vers un objectif est parfaitement sûr et que ça vaut le coup pour se lancer, eh ben on fait rien en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi dans l'armée de l'air. Tu vois, il y a un pilote de mon escadron, peut-être qu'il se reconnaîtra, qui m'a donné ce conseil de dire, dès qu'une opportunité se présente, d'abord tu lèves la main et après tu réfléchis. Voilà. J'adore. Pourquoi ? Parce que finalement, si tu attends toujours de savoir que c'est une belle mission qui va être chouette avec plein de vols, etc., pour lever la main, eh ben, l'autre personne qui justement n'a pas attendu d'en être sûre, va y aller à ta place. Et c'est normal parce que du coup, cette personne qui va aller à ta place, elle va aussi aller à des missions qui seront beaucoup moins sexy. Et c'est juste, du coup, que tu vois, elle fasse aussi les super missions. Et donc ça, je pense que ça résonne aussi dans la vie personnelle, qui est que si on attend toujours en permanence d'avoir un chemin parfaitement tracé et des certitudes sur ce qui vaut la peine, les risques qui vaut la peine de prendre, je pense qu'on n'y va jamais. Et donc, on passe à côté d'énormément de choses. Voilà. C'est quoi le plus grand danger ou la situation qui t'a mise le plus en danger ces dernières années ? Tu veux dire en danger physique, c'est-à-dire... Ouais. Alors honnêtement, je pense que les situations les plus engagées que j'ai vécues ces dernières années, c'est en plongée. C'est en plongée parce que je plonge maintenant dans un cadre non professionnel, donc où l'objectif c'est d'aller effectivement le plus profond possible. C'est des plongées qui durent plusieurs heures, où tu as plusieurs heures de palier, où tu as ce que je te disais au départ, là, cette incapacité de rejoindre la surface immédiatement s'il y a un problème. Donc c'est ce qu'on appelle des plongées engagées qui contractent le temps de façon très claire, parce que quand tu es à 120 mètres, par exemple, de profondeur, pour chaque minute que tu passes à cette profondeur, tu as 25 minutes de palier supplémentaire. Donc du coup, si tu veux, le temps a accéléré x 25, et donc ça contracte tes prises de décision, ça leur donne un poids, une influence possible sur la suite de ta plongée qui est beaucoup plus importante. Et donc je pense que tu vois, c'est dans ce cadre-là où il y a le plus de danger, au sens où la situation peut dégénérer peut-être plus vite. Mais après, évidemment, dans mes missions dans le cadre de l'armée de l'air, dans mes missions de pilote opérationnel, on côtoie le danger d'une certaine façon, mais d'une façon beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus maîtrisée, avec la gestion du risque dont je te parlais en amont, en équipage aussi, avec beaucoup plus de monde dans la boucle, dans la construction de la mission. Donc je pense que je ressens moins, en tout cas, le danger dans un vol sur 3F que dans une plongée très engagée en Méditerranée. Que tu fais, du coup, volontairement. Oui. Si j'ai bien compris. C'est vrai, ouais. Oui. Quelle est la différence avec le risque inutile dont tu me parlais un peu plus tôt ? C'est une bonne question. Moi, mon arbitrage, en tout cas, il est que ce risque n'est pas inutile parce que j'y gagne énormément. Parce que voilà, moi, j'ai grandi à Marseille, les pieds dans la Méditerranée. J'ai toujours eu un rapport à la mer, on va dire, différent. Et c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux, si tu veux. Donc, je prends énormément de plaisir à explorer les océans, enfin la mer Méditerranée en l'occurrence, à me retrouver à cette profondeur où tu vois, il fait noir, t'as pas de courant, t'as pas de poisson, t'as pas de lumière. C'était un espèce de calme. Et je pense que c'est aussi parce que c'est ce que j'ai trouvé sur Terre de plus proche d'une exploration spatiale. Et c'est le moment, voilà, sous l'eau, où je me sens vraiment en train d'explorer l'espace. Donc j'ai fait un arbitrage, j'ai pas la présomption de dire que j'apporte quelque chose de fondamental. Si tu veux, je sers pas une mission comme je la sers quand je suis pilote dans l'armée de l'air et de l'espace, quand je sers l'Agence spatiale européenne ou le CNES, l'Agence spatiale française, mais je fais quelque chose qui me rend heureux et qui, d'une certaine façon, je pense, participe à essayer de faire de moi une meilleure personne. T'as déjà cru que t'allais mourir ? Oui, alors pareil, c'était en plongée aussi, cette fois dans un cadre professionnel pour le coup. J'ai eu une avarie sur un casque. Donc en fait, quand tu fais de la plongée pro, tu as parfois des casques faciaux complets,
C'est-à-dire que c'est pas comme quand tu fais de la plongée où tu as d'abord un masque et ensuite ton détendeur. Tu as un masque qui prend la totalité de ton visage. Et donc, j'avais ce masque-là. Et donc, il y a eu une panne, une avarie. Moi, j'étais en train de tester une combinaison. Donc, du coup, si tu veux, je pouvais pas opérer sur mon propre équipement. Mes bras ne me permettaient pas d'atteindre mon visage. Et donc, du coup, je dépendais complètement de mes plongeurs de sécurité avec qui on avait monté cette opération. Et donc, heureusement, tu vois, on avait bien prévu les choses. Ils s'en sont rendus compte que le masque était en train de se remplir, que j'avais bu la tasse. Et donc, ils ont pu flusher, c'est-à-dire pousser énormément d'air sous pression dans ce masque facial pour que je puisse à nouveau respirer et qu'on sorte. Okay. Mais après, si tu veux, sur le coup, je me suis pas dit, ça y est, c'est le grand soir, je suis en train de mourir. Tu vois, pas du tout. En soi, enfin, comme... Je dis, c'est la merde, mais on va trouver une solution. Non, tu vois, je me suis dit, bon, là, l'eau est en train de monter, donc je peux encore respirer, je vais prendre une grande inspiration. Tu vois, ça peut paraître bête, mais je pense que ça m'a bien servi quand même. Et puis après, essayer d'attirer l'attention des plongeurs de sécurité, ça a marché, et ensuite, voilà, tu leur fais confiance. Je pense que ça, c'est aussi une grande richesse de ces milieux-là, que ce soit celui de la plongée, de l'aéronautique militaire ou du spatial, c'est que tu as des objectifs quand même ambitieux, tu vois, on touche du doigt un peu ces notions de risque, etc. Donc, ça nécessite une confiance importante envers les personnes qui sont autour de toi, les femmes et les hommes avec qui tu travailles. Et ça, c'est un terreau pour des relations humaines qui sont quand même vraiment belles, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je prends vraiment du plaisir, parce que quand j'arrive le matin là, à l'escadron, je sais que on aura les conditions pour que, humainement, on vive quelque chose qui vaille la peine de s'en rappeler. Et comment tu parviens à ne pas en vouloir à tes propres erreurs, mais aussi aux erreurs des autres ? Je trouve que c'est toujours ce qui est dur dans le collectif, pour peu qu'on n'ait pas forcément été habitué à être dans des sports collectifs. Ouais, voilà, hein. Speaking for a friend, mais moi, parfois, j'ai du mal à pas en vouloir à quelqu'un qui fait une erreur. Ouais. Si on était ensemble, si c'était un truc de binôme, ou tu vois. Ouais, je comprends. Alors que c'est humain, mais après, je m'en veux d'autant plus quand ça m'arrive à moi. Ouais. Alors, pour les erreurs d'autrui, pour moi, il y a deux sujets. C'est-à-dire que t'as une erreur où tu te dis... une erreur qui ne devrait pas exister, si tu veux. Par exemple, tu vois, dans le monde des pilotes, si je suis en train de piloter un avion avec quelqu'un et que volontairement, tu vois, il ne respecte pas une règle pour se faire plaisir, voler très bas pour aller voir quelque chose, enfin, tu vois, il met en danger tout le monde en contrevenant à tout ce qu'on a appris, c'est une erreur que je vais pas laisser passer, tu vois, parce que pour le coup, ou en tout cas, je vais tout faire pour que ça se reproduise pas. Après, par contre, tu as tout un tas d'erreurs qui fait que dès que tu évolues dans des systèmes qui sont dynamiques, complexes, qu'on est humain, on a tous des niveaux de forme qui sont variables, on a des missions, enfin si tu veux, quand tu fais un vol qui dure 13, 14, 15 heures, c'est normal de pas avoir le même niveau de performance quand tu décolles et quand tu te poses, parce que tu as de la fatigue qui s'accumule, et pour plein de raisons. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment augmenter sa tolérance, et surtout ne pas justement être comptable des erreurs des autres, parce que sinon tu mets en place une atmosphère où les gens risquent de ne pas dire qu'ils ont fait une erreur, et là c'est le pire qui pourrait t'arriver dans un cockpit, où tu risques de te mettre dans une atmosphère où les gens perdent confiance en eux. Et je pense qu'en aéronautique, c'est un révélateur extraordinaire de l'importance de la confiance en soi. Et donc tu as une responsabilité en tant que membre d'équipage de faire en sorte que les autres membres de ton équipage aient confiance en eux. Et donc ça sert absolument à rien pour toi, pour eux, pour la mission, de leur mettre le nez dans leurs erreurs, quoi. Ça, c'est vraiment contre-productif, je pense. Et après, vis-à-vis de tes propres erreurs, alors là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. En fait, pour moi, il faut vraiment séparer le temps de l'exécution, la réalisation, si tu veux, et le temps de la préparation. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire une mission, c'est pas le moment de te flageller en disant, finalement, je suis nul, j'ai pas réussi à faire ça, et de chercher du réconfort auprès de ton membre d'équipage pour te dire mais non, tu n'es pas nul. Voilà, c'est pas le moment en fait. Le moment, c'est de faire la mission, et donc il faut acter, si tu veux, dire ok, je me suis trompé, le dire, l'assumer au sens pas juste l'assumer au sens de l'expliquer, voilà, dire voilà, j'ai fait ça pour ça, voilà. Et hop, et ensuite passer à autre chose, le temps de l'exécution. Et après, par contre, en débriefing, dans tout le temps de la préparation, dans tout ce que tu mets en œuvre pour être un meilleur pilote la fois d'après, pour ton entraînement, là, c'est le moment d'y revenir, de te poser des questions et de voir quelle est la part finalement qui t'est due et quelle est aussi la part qui est due aux circonstances. Voilà. Mais c'est difficile.
j'en conviens. Et je pense que souvent, c'est rare les personnes qui sont plus exigeantes vis-à-vis des autres que vis-à-vis d'eux-mêmes. En tout cas, dans mon environnement, tu vois, que ce soit dans l'armée de l'air, à l'ESA, etc. Souvent, les gens sont plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc, la difficulté, c'est de passer ce cap, justement, de passer à autre chose, le move on. Ouais. Et pour moi, je pense que déjà, se dire que ça, tu le laisses au temps différé, je pense que ça m'aide beaucoup, parce que du coup, ça me permet de ne pas dédier inutilement des ressources pendant l'exécution à ça, et surtout, ça évite les spirales négatives, c'est-à-dire, ok, j'ai fait une erreur, mais vu que j'arrête pas d'y penser, je vais en faire une autre, et tu vois, là, ça peut vite dégénérer, surtout quand tu es en train de piloter un avion. Voilà. Donc, du coup, il faut vraiment dire, ok, j'ai fait une erreur, paf, plus tard. Et par contre, collectivement, tu mets en place, et je suis sûr que tu fais probablement la même chose avec ton équipe, tu dois faire des débriefings, tu vois, de dire, ok, on a fait ça, à ce moment-là, j'ai dit ça, c'était nul, non? Ou enfin, je dis pas du tout que... Speaking for a friend, toujours. Non, ou alors, là, par contre, c'était super bien, et donc, c'est la force du débriefing. Moi, je pense que j'essaye le plus souvent de les faire, tu vois, très méticuleux, de les faire chronologiques pour vraiment rien laisser au hasard, et de faire en sorte aussi que tout le monde a l'opportunité de parler, parce que tu as des personnes qui sont souvent qui ont une analyse de la situation très fine et qui pourtant ne vont pas le dire si tu leur laisses pas la place, si tu leur donnes pas la parole dans ces moments-là, et donc c'est généralement extrêmement riche. Tu m'as fait penser au fait que c'est vrai que quand tu conduis en plus pendant des heures, enfin pilote plutôt, tu n'as pas tellement le droit de penser à autre chose. Or, j'ai l'impression que c'est presque pas toujours une décision de choisir ce à quoi on pense. Comment tu parviens en fait à garder un niveau de concentration optimal pendant d'aussi longues durées? C'est une super question aussi. En fait, pour moi, la difficulté, c'est que il faut comment dire, jongler entre deux échelles de temps, deux niveaux qui sont complètement différents. Tu dois parfois être complètement introspectif, c'est-à-dire regarder comment va ton avion, ses paramètres, ses capteurs, comment va ton équipage, comment toi tu vas, c'est-à-dire quelle est ta compréhension de la situation. Et parfois, tu dois être tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire voir quel est l'environnement tactique, quel est l'environnement, la météo, tout ce qui se passe autour de ton avion. Et les choses, souvent, tournent mal quand tu focalises sur un de ces deux éléments, si tu veux. Où tu te concentres excessivement sur toi-même, ou tu te concentres excessivement sur un aspect extérieur. Et parce que ça aboutit à une situation où tu déroules un plan qui n'est plus adapté à ce qui est en train de se passer autour de toi. Et donc moi, si tu veux, c'est un peu pratico-pratique, mais pour m'imposer une discipline, pour ne pas aller dans ce travers-là, j'essaye de m'imposer une fréquence, tu vois, intérieur-extérieur, quoi, de ne pas laisser, ce qu'on appelle ça tunneliser dans le milieu, c'est vraiment de ne pas se focaliser excessivement sur un paramètre, et dès que tu sens que beaucoup de tes ressources sont prises par quelque chose, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est le moment généralement où il faut lever la tête. Voilà. Et donc après, là actuellement, j'ai la chance de travailler sur un avion où on est en équipage, on est 4 pour piloter l'avion, pilote, copilote, navigateur, mécanicien navigant, donc tu vois, c'est un balai où tout le monde parfois a les mains sur les commandes, mais on est 4, donc tu peux aussi demander à quelqu'un de prendre le relais quand tu sens que quelque chose est en train de t'aspirer excessivement, pour vérifier que la décision que tu avais prise et qui est en train de te solliciter, elle est toujours adaptée à l'environnement qui est autour de toi. Comment tu développes tes soft skills? Désolé pour l'anglicisme, je sais, on va me le reprocher, mais pour le coup, il n'y a pas de traduction. Parce que je pense qu'on a bien compris que les hard skills, donc les compétences techniques, tu les maîtrisais. Comment, justement, on ne tombe pas dans l'écueil de n'être qu'un cerveau? Et comment est-ce que toi, consciemment, tu essayes ou as essayé de développer aussi vraiment ces compétences sociales, humaines? Alors, pour ton introduction, tu sais, quand tu dis les hard skills, machin, je les maîtrise, bon, en fait, tu te rends compte aussi, ça marche par cliquet. C'est dès que tu penses que tu maîtrises un volume, bah, en fait, ça t'a donné
les clés pour comprendre un volume un peu plus grand, et donc tu te rends compte que finalement, tu maîtrisais pas du tout, ou c'était une illusion de maîtrise, quoi. Enfin, frère, tu pilotes des avions. Donc, tu as des hard skills. Mais même, tu vois, quand tu changes d'avion, tu vois, là, moi, il y a pas longtemps, je suis passé sur un avion complètement nouveau. Voilà, c'était une leçon d'humilité aussi, parce que c'est un quadrimoteur qui fait 50 mètres de large, ça se pilote pas pareil qu'un Alpha Jet qui est un avion de chasse, si tu veux. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Piloter à 4, c'est pas du tout pareil que piloter tout seul. Donc on a quand même, souvent, on a la chance d'être... on nous offre des opportunités de remettre en question notre sensation de maîtrise, on va dire, dans l'armée de l'air et de l'espace et aussi à l'Agence spatiale européenne. Mais sinon, sur les soft skills, je pense que c'est... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ce qui me permet le plus de progresser, c'est les autres, évidemment, tu vois. Je pense que j'ai la chance j'apprécie beaucoup admirer quelqu'un. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça. Tant mieux, hein. Voilà. Mais tu vois, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin d'admirer totalement quelqu'un, c'est-à-dire de se dire, cette personne, je veux être exactement comme elle, et tout est parfait, parce qu'en fait, sinon, tu n'admires personne et c'est difficile de trouver des relais. Par contre, souvent, je vois quelqu'un dire quelque chose ou faire quelque chose, et je me dis, là, j'aimerais bien être comme cette personne, tu vois. Et c'est bête, mais quand je ressens ça, à chaque fois, je me dis, tu vois, il y a une part de chance, parce que c'est pour une fois, quelqu'un m'a... Enfin, pas pour une fois, ça arrive souvent. Quelqu'un m'a montré une direction. C'est la responsabilité, elle est plus sur mes épaules pour construire une performance, tu vois, dans cette direction-là. Je peux m'inspirer de cette personne, l'admirer pour ce qu'elle a démontré, pour ce qu'elle a fait. Et donc, je pense que ça me permet beaucoup de progresser comme ça. Tu penses que constater, observer comment quelqu'un agit suffit à le devenir nous-mêmes ? Non, ça c'est sûr. C'est la première étape, clairement. C'est, on va dire, l'étincelle. Ou parfois la prise de conscience de dire mais c'est vrai quoi, elle a dit ça, pourquoi moi j'ai pas pensé à ça, tu vois, à ce moment-là, etc. Et donc par contre après t'as toute la construction de comment est-ce que j'atteins ce résultat. Par exemple, pardon, j'ai un exemple en tête. Vas-y. Pour une amie toujours, hein. Pour une amie qui serait pas très diplomate. Ouais. Bon, on peut voir des gens qui le sont autour de nous en mode putain mais elle est trop diplomate, j'aimerais trop réussir comme elle à bien dire les choses. Et force est de constater que mon ami n'y arrive pas. Je sais pas, peut-être tu pourrais dire à ton ami, est-ce qu'elle a fait, tu vois, l'exercice, l'expérience de pensée, comme on dit en science, de se dire, dans cette situation, qu'est-ce qu'aurait dit cette personne ? C'est d'autant plus facile de répondre, je suis d'accord, que tu la connais bien. Si c'est quelqu'un que tu as vu peu, c'est difficile de te mettre dans les chaussures de quelqu'un finalement que tu connais peu. Mais si c'est quelqu'un qui est proche, je pense que cet exercice, généralement, il est salvateur. Et après, l'autre chose, c'est que une fois que tu as identifié, dans ces situations, je vois que j'ai envie d'être diplomate, parce que ça me sert à quelque chose, parce que j'estime que ça fait de moi une meilleure personne, pour tout un tas de raisons. Ensuite, il faut être réaliste sur quel est l'état des lieux, quoi. Quels sont D'où tu pars, voilà. Et où est-ce que tu veux arriver ? Il faut vérifier aussi, à mon avis, de ne pas se fixer des objectifs inatteignables. Je pense que tout le monde ne peut pas tout être. Ouais. Voilà. C'est un deuil. Hein. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Mais avec ce qu'on est, il y a généralement énormément de belles choses à faire quand même. Donc, pas tant de renoncement que ça, je pense, si on y réfléchit. Mais donc, une fois que tu as identifié là où tu es, là où tu veux aller, comment est-ce que tu construis ta stratégie ? Moi, je pense aussi, mais c'est pareil, tu vois, c'est un parti pris, qu'on est assez malléable, peut-être plus que ce qu'on a tendance à croire. C'est pour ça que le pendant de ce que je viens de te dire, qui est « tout le monde ne peut pas tout être », je pense qu'il ne faut pas que ce soit une excuse pour, du coup, ne rien faire. C'est-à-dire considérer qu'on n'est pas du tout plastique et que voilà, je suis comme je suis et donc c'est terminé. Je pense pas. Je pense qu'on peut beaucoup s'imposer de choses. Enfin, s'imposer, c'est un terme un petit peu fort, mais on peut s'orienter en tout cas. Et généralement, c'est un peu l'effet boule de neige, tu vois. En tout cas, dans mon expérience, par exemple, les gens me posent souvent la question des passions, tu vois, des jeunes, ça m'est arrivé plusieurs fois, qui viennent me voir un peu désespérés et qui me disent ah mais c'était génial, voilà, c'est génial de vous voir aussi passionné par l'exploration spatiale et tout, mais moi j'ai pas de passion, voilà. Et un peu voilà, baisser les bras, j'ai pas de passion. Mais de mon point de vue, une passion, ça te tombe quand même pas dessus comme la foudre, voilà.
Et j'en ai plusieurs des passions, et il y en a quand même beaucoup où j'ai l'impression que c'est, au début, t'as une curiosité, t'as une première question, un étonnement, une étincelle, mais après, il faut investir dessus, et il faut faire un effort, et petit à petit, eh bien, ça devient ça grossit, ça prend de plus en plus de place, c'est de plus en plus apte comme feu à te réchauffer, à t'aider dans la vie. Mais je pense qu'il y a un effort volontaire souvent, et qu'il faut... C'est intéressant de ne pas attendre que ça arrive. Comment tu acceptes tes faiblesses et comment tu parviens à identifier celles que tu souhaites potentiellement améliorer, un peu comme on vient de le dire, modifier, et celles finalement qu'il faut accepter, quoi. Ouais. Parce que parfois, je me demande dans quelle mesure les traits de notre personnalité sont modifiables et dans quelle mesure c'est souhaitable, en fait. Ouais. C'est un tri qui est délicat, ça c'est sûr. Alors moi je pense que un des trucs qui m'aide, c'est que j'aime pas les renoncements définitifs. Donc si tu veux, je vais jamais me dire j'y arriverai jamais. Par contre, je vais me dire, je constate que sur les 32 premières années de ma vie, j'ai été très différent à différents moments. Et tel que je suis aujourd'hui, dans le moment qui est le mien aujourd'hui, il n'y a pas la place pour ça, où je peux pas faire ça. Je peux pas être cette personne maintenant. Est-ce que ça veut dire que je le serai jamais ? Pas forcément. Et donc du coup, ça m'aide un petit peu, si tu veux, à laisser passer ça plus facilement. Après, sur le tri fondamental, pour moi, ça touche un peu la question finalement de tes valeurs et de ce qui est important pour toi. Est-ce que ce que tu as identifié qui était une de tes faiblesses, c'est une faiblesse narcissique ? C'est je suis pas très fort sur ça, mais j'aimerais bien être fort parce que c'est chouette, ça fait bien devant les copains à raconter, etc. Ou est-ce que c'est une faiblesse qui entre en contradiction avec les valeurs qui sont importantes pour moi et la personne que je veux être ? Voilà. Et si c'est la réponse est oui à la deuxième question, je pense que ça vaut le coup de s'y appesantir un peu plus, de faire plus d'efforts avant de se dire c'est pas quelque chose que je peux arriver à faire. Je me demande quel est l'avenir de notre rapport en fait à l'espace. Il y a tellement eu de fiction qui peuvent avoir tendance à influencer, je trouve, notre perception. Enfin, tu vois, je sais pas si tu as vu Mickey 17 qui vient de sortir de Bong Joon-ho. C'est sur ma liste, mais... Et en fait, c'est en soi un peu dans la veine d'Interstellar, dans le sens où c'est le fantasme d'aller occuper une autre planète si la nôtre ne convient plus. Est-ce que ce sont vraiment des questions qui se posent aujourd'hui, même dans le milieu scientifique ? Est-ce que ça influence aussi potentiellement vos missions ? Et pourquoi est-ce qu'on, de plus en plus, en fait, on met quand même l'espace, les planètes au cœur de notre imaginaire ? Alors, donc la question, c'est finalement, est-ce que cette possibilité d'un ailleurs, c'est pas un moteur dans... En fait, c'est dans quelle mesure c'est un fantasme ? Ouais, d'accord. Et pourquoi tu penses que, particulièrement ces dernières années, cette idée de vivre ou de voyager dans l'espace prend de plus en plus de terrain. Ouais. Bon, ça, j'imagine que j'ai plus la réponse, que c'est sûrement lié au progrès technologique, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un rapport qui a vachement changé par rapport à il y a une dizaine d'années, quoi. D'accord. Je pense que, tu vois, tu posais la question du tourisme. En fait, il y a une approche qui a été de plus en plus d'aller dans l'espace pour aller dans l'espace. C'est-à-dire, son but précis. C'est finalement, ce serait l'objectif de la mission. Il faut savoir que c'est pas du tout l'approche de l'Agence spatiale européenne. Si tu veux, les astronautes européens là vont dans l'espace pour faire de la recherche, pour comprendre le comportement du corps humain dans cet environnement-là, pour pouvoir développer des technologies, pour aller un peu plus loin, des technologies qui vont aussi servir sur Terre. Si tu veux, c'est vraiment un mouvement de recherche, de capitalisation de la connaissance, d'exploration, au sens où à chaque fois que tu découvres des nouvelles choses, tu ouvres un petit peu plus loin le champ des possibles. Et donc c'est vraiment un mouvement et pas un privilège contemplatif d'aller dans l'espace pour aller dans l'espace. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu me demandais dans quelle mesure est-ce que la possibilité d'un ailleurs est un fantasme. Alors, c'est complètement un fantasme, en tout cas à l'heure actuelle, parce que
il faut avoir conscience un petit peu des ordres de grandeur. Si tu veux, dans le système solaire actuellement, il n'existe pas d'endroit, ou en tout cas on n'a pas trouvé d'endroit qui soit habitable tel quel. Voilà, t'as pas une autre planète sur laquelle tu peux aller et puis voilà, respirer, faire un podcast et discuter sur un canapé. Donc, si on fait cette expérience de pensée de dire l'objectif de l'exploration spatiale là, c'est de trouver une planète B, ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut aller à un autre endroit où il y a des planètes. Les planètes les plus proches, donc c'est dans d'autres systèmes solaires. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière, c'est-à-dire que même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, tu mettrais 4 ans pour y aller, 4 ans pour revenir. Donc on n'a pas du tout les technologies, c'est physiquement impossible, si tu veux, là actuellement, d'aller sur une autre planète. Donc si un jour quelqu'un te dit il faut aller sur une autre planète parce que c'est la solution au réchauffement climatique, c'est un non-sens absolu d'un point de vue physique. Et d'un point de vue logistique, logistique. Ça ne marche pas. Et donc ça peut pas du tout d'être un échappatoire, tu vois. Ça me fait penser, je sais pas si tu as lu 20 000 lieues sous les mers, ou si tu oui, lu, mais il y a longtemps. À l'ancienne, ouais. Et ben donc dedans tu as le capitaine Nemo, donc dans le Nautilus, avec Pierre Aronnax, donc le savant. À un moment ils font surface ce qui est actuellement la Polynésie française, et donc tu as Aronnax qui explique que à cause des récifs coralliens, ça va peut-être former un nouveau continent. Et donc là, le capitaine Nemo dit ce n'est pas de nouveaux continents dont la Terre a besoin, c'est de nouveaux hommes. Et je pense que c'est cette idée qu'on pourrait trouver une solution à nos problèmes en allant sur notre planète, elle est absurde, et que cette citation, elle l'illustre assez bien à mon sens, qui est que finalement, c'est sur nous qu'il faut travailler pour ces problèmes-là. Néanmoins, je pense que l'exploration de l'espace, c'est un moyen unique justement, de travailler sur nous-mêmes en tant qu'être humain, parce que ça nous rend plus sachants, ça nous permet de comprendre mieux le monde qui nous entoure, de réduire un peu, si tu veux, l'absurdité que tu as de l'espace, de dire que juste après cette petite couche d'atmosphère, là, c'est le noir, c'est les étoiles, c'est des distances qui sont incroyables. Il faut qu'on ait les connaissances pour accéder à cette réalité-là un peu mieux. Ça fait aussi de nous des meilleurs êtres humains, parce que ça nous impose de collaborer. Tu vois, la collaboration entre les peuples. La Station spatiale internationale, c'est une idée qui, pour moi, est belle, parce que, étant donné que c'est tellement difficile, on ne peut pas le faire seul. Et donc, le fait d'avoir un objectif commun, de tirer dans le même sens, ça, je pense que ça nous fait aussi évoluer dans la bonne direction. Donc, cet idéal de science, d'exploration, de ne pas laisser, si tu veux, toute une partie du réel inatteignable en disant « de toute façon, c'est trop compliqué, il ne faut pas y aller », ça, je pense qu'il faut vraiment le garder. Parce que personne, par contre, n'est capable de dire en avance, et c'est le cas toujours dans la recherche, c'est là qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Et je pense, en tout cas les dernières années l'ont montré, le spatial a un potentiel énorme, et donc je pense qu'il faut y aller, qu'on trouvera des choses qui permettront d'améliorer la vie sur Terre et de nous améliorer, nous, en tant qu'êtres humains. Comment tu vis l'observation, l'aggravation du réchauffement climatique ? Je pense que, en fait, un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre le phénomène dans son échelle la plus grande, enfin à l'échelle planétaire, et en même temps, je me questionne sur ma responsabilité dans ce mouvement qu'on constate, si tu veux, et de ce que je peux faire pour faire en sorte que les conséquences soient les plus limitées possibles. Et c'est difficile. Voilà, c'est difficile. En fait, c'est vraiment, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait au départ. Pour moi, c'est un arbitrage entre les bénéfices et les coûts, tout simplement. Putain, ouais. C'est ça. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique qui a sorti un rapport sur le spatial, qui est très intéressant. Et donc, parmi les recommandations, ils disent qu'une des responsabilités, c'est justement de questionner les usages et qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Alors le spatial, c'est une toute petite partie. La contribution, du coup, il l'évalue entre 0,01% et 0,6%, donc entre un 10 millième et, tu vois, moins d'un demi-centième. Mais néanmoins, c'est suffisant pour se poser des questions, parce que si tout le monde réfléchit comme ça, personne ne fait rien. Et donc, du coup, il faut se poser les questions de ce qui vaut la peine. Néanmoins, je pense vraiment que le spatial, si tu veux, ça vaut la peine, parce que la contribution du spatial à la compréhension du phénomène, elle a un bénéfice très important. Les variables qui permettent de monitorer, de comprendre les changements climatiques, tu as la moitié de ces variables qui ne peuvent être suivies que depuis l'espace. Et donc notre capacité à prendre du recul sur la planète,
grâce à l'espace, je pense que ça en vaut la peine. Est-ce qu'il y a des idées reçues qui t'énervent à propos de l'espace? Je sais même pas si tu en as encore conscience du coup, mais... Des idées reçues. Ouais. Que t'aimerais une bonne fois pour toutes dézinguer. Non, bah, je pense que tu vois, celle que tu as abordée, qui est de dire l'objectif des astronautes, c'est de trouver une planète B pour se planquer. Ça, tu vois, je pense que c'est vraiment une... Mais je pense pas que beaucoup de gens pensent ça en réalité. Mais c'est quelque chose qu'il faut combattre. Je pense que ça peut être intéressant. Tu vois, souvent, les gens n'ont pas forcément les ordres de grandeur en termes de distance. Et de voir que la Station spatiale internationale, elle est très proche en fait. Elle est à 400 km d'altitude. Donc tu vois, si la Terre est une orange, c'est vraiment l'épaisseur de la peau, quoi. Elle est vraiment très proche. À l'inverse, là, l'Agence spatiale européenne est impliquée dans un mouvement pour retourner sur la Lune. C'est les missions Artemis. Et la Lune est à 385 000 km. Donc du coup, tu vois, c'est quand même déjà beaucoup plus loin, quoi. C'est 6 mois, c'est ça à peu près de... Alors non, la Lune, non, 6 mois, c'est pour aller sur Mars. Okay. Non, la Lune, en fonction de ta trajectoire, tu mets quand même... L'ordre de grandeur, c'est plutôt le jour, la semaine. Mais... Tu mets 15 jours? Oui, tu peux mettre 15 jours. Oui. Ah ouais. Mais tout dépend vraiment de la façon dont tu vas construire ta trajectoire, mais c'est pas si loin encore, la Lune. Okay. Par contre, Mars, donc du coup, là, c'est beaucoup plus loin. Donc c'est plutôt aux alentours de 200 millions de kilomètres. Donc tu vois, c'est encore un ordre de grandeur bien supérieur. Et donc, il faut environ 6 mois pour y aller. Ensuite, vu que t'es pas bête, t'es parti à un moment où, tu vois, les planètes étaient pas très loin l'une de l'autre. Mais vu que Mars est un peu plus loin, elle tourne plus lentement autour du Soleil. Et donc, du coup, il va falloir attendre une nouvelle fenêtre pour pouvoir à nouveau revenir sur Mars. Et donc là, il va falloir attendre sur place quelques mois encore et à nouveau 6 mois pour revenir. Donc la construction de la mission est pas du tout la même. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent, on met l'espace un peu dans un gros fourre-tout, tu vois. Mais derrière, il y a des réalités très différentes. Et on parlait de l'étoile la plus proche, donc Proxima du Centaure, 4 années-lumière. Là, c'est quand même vraiment beaucoup. Je me rends pas. En fait, 4 années-lumière, pour moi, ça... c'est une métrique que j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser. Enfin, je serais morte. J'imagine. Non. Bah, non c'est en fait... non, c'est la lumière mettrait 4 ans à faire cette trajectoire. Pour te donner une comparaison, par exemple, le Soleil est à 8 minutes lumière. Voilà. La distance entre toi et le Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc ça, à 150 millions, on se rend compte à peu près. Donc, ah ouais, c'est que 8 minutes? C'est 8 minutes. Et donc, tu vois... Donc si j'étais une lumière, je mettrais 8 minutes à aller au Soleil. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, là, on va sortir un peu du sujet, mais c'est que si tu étais de la lumière, de ton point de vue, il ne se passerait pas de temps, parce qu'à cause de la relativité, étant donné que tu te déplaces à la vitesse de la lumière, ta perception du temps serait... Tu aurais une contraction temporelle quasiment à zéro. Donc, tu ne ressentirais... Le voyage te paraîtrait à toi, si tu étais une lumière, beaucoup plus court que si j'étais moi. Que si tu étais toi à attendre ici sur Terre. Mais dans tous les cas, on compare un trajet qui dure pour la lumière 4 ans, donc de notre point de vue, par rapport à 8 minutes pour aller sur le Soleil, tu vois que la distance n'a rien à voir. Si tu compares 4 ans à 8 minutes, voilà, dans 4 mais ans... du coup, sachant que ni toi ni moi, nous sommes a priori une lumière... Merci. Désolé, au sens figuré, oui, hein, mais peut-être pas au sens propre. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais, tu ne pourras jamais aller sur cette étoile. En tout cas, non, je pense que ça paraît très très compliqué. Quel est le multiple par rapport à la lumière? La lumière est quoi, 10 fois plus rapide que nous? Beaucoup plus. Si tu veux, là, par exemple, tu prends... Oui, tu mettrais 400, donc tu pourrais pas, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça que... Je te remercie, parce que du coup, j'ai peut-être pas assez appuyé sur ce point, c'est que dans la technologie qu'on a actuellement, on n'est pas du tout capable de faire ça. Si tu prends, par exemple, la vitesse de libération du système solaire, c'est-à-dire la vitesse que tu dois imposer à un vaisseau pour qu'il aille suffisamment vite pour ne plus être attiré par le système solaire, c'est-à-dire le Soleil plus les planètes, tout le monde. C'est de mémoire 40 km par seconde. 40 km par seconde, il faut comparer à la vitesse de la lumière qui est 300 000 km par seconde. Donc tu vois, c'est nos vaisseaux, nos capacités de transport actuellement, elles sont à, pour les meilleurs, peut-être un millième, un 10 millième de la vitesse de la lumière. Ah ouais. Donc actuellement, on n'y est pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut faire actuellement en fait ? Aller sur la Lune ? Voilà, exactement. Donc là, c'est l'objectif. On a encore énormément de choses à apprendre en orbite basse. Donc c'est bientôt la fin de la Station spatiale internationale, mais il y aura probablement d'autres laboratoires en orbite basse, aussi internationaux, pour pouvoir continuer la recherche et la présence humaine en orbite basse, parce qu'on a énormément de choses encore à comprendre. Et après, c'est le retour sur la Lune, donc via les missions Artemis. Et ensuite, à beaucoup plus long terme, effectivement, l'exploration de Mars. Mais honnêtement,
De mon point de vue, Ouais. on n'y est pas encore, en tout cas. T'es plutôt bien situé pour nous dire. À Non, mon mais avis. encore une fois, tu vois, on parlait de risque et tout dépend de ta perception. Si tu dis que finalement c'est tellement important qu'un voyage aller sans retour, c'est très bien, ben, peut-être qu'on peut y aller dans peu de temps. Voilà. Mais je pense que il faut attendre. Il y a encore un certain nombre de technologies qu'il faut développer pour pouvoir avoir des êtres humains qui explorent Mars de façon sûre. Ça peut aller très vite, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'actuellement ce soit possible. Il fait combien de degrés sur Mars? Alors sur Mars, il fait assez froid, et mais pas non plus tant que ça. Tu as une variabilité, je crois que c'est entre moins 80 et plus quelques degrés, D'accord. suivant aussi la latitude, et parce que c'est une assez grosse planète quand même. Mais non, la température serait pas le plus gros problème. Ok. Je pense que le plus gros problème, c'est surtout le fait que tu as une toute petite, enfin pas petite, mais très fine atmosphère. La pression sur Mars, c'est 6 millibars. Donc il faut comparer ça aux 1013 qu'on a ici sur Terre. Donc c'est 200 fois moins dense. Donc du coup, ça pose deux problèmes. C'est que c'est très difficile de freiner pour arriver sur Mars, parce que ce qu'on utilise souvent ici, c'est des parachutes. Mais en l'occurrence, si l'air est peu dense, tes parachutes ne te freinent pas ou peu. Et l'autre problème, c'est que cette atmosphère de Mars, très peu dense, elle est aussi non respirable. C'est pas de l'oxygène, c'est du CO2. Et donc du coup, il y a la question du système de support vie, de ce qui va te permettre de rester sur la planète. Voilà. Fascinant. Je vous renvoie vers l'épisode que nous avons fait avec Jean-Pierre Bibring. Excellent épisode. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ok. J'ai beaucoup aimé. Big up, Jean-Pierre. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ah ben... Non, t'as pas le droit de dire un podcast. Ok. Ah ben oui, donc il n'y a pas très longtemps. En fait, juste avant de venir ici, j'étais en mission en Guyane avec l'armée de l'air et de l'espace. On était déployés donc avec mon avion, le 3F, parce qu'on participait à la surveillance du centre spatial guyanais. Il y avait un événement particulier, c'est que la fusée Ariane 6 faisait son deuxième lancement, son premier lancement commercial, qui marquait le retour de l'indépendance de l'Europe pour l'accès à l'espace, l'indépendance de la France pour l'accès à l'espace. Et cette fusée emmenait un satellite qui s'appelle CSO-3, qui est un satellite qui permet de regarder la Terre, donc de surveillance optique. Et pour surveiller ce lancement, donc j'étais déployé avec mon avion, la WAX, et donc on était en vol. On avait, si tu veux, ça faisait plusieurs heures qu'on surveillait pour vérifier que tout allait bien. Et on connaissait le moment précis du lancement. On avait piloté de telle sorte à avoir l'avion qui était exactement face au site de lancement. Et donc, quelques secondes après le décollage de la fusée, on l'a vu traverser la couche et donc passer devant nous dans le cockpit d'un côté à l'autre, tu vois, de la verrière. Et donc, c'est la première fois que je voyais une fusée depuis les airs, depuis un avion, percer le ciel devant moi. Waouh! Et ouais, c'était vraiment un moment extraordinaire. Un moment avec mon équipage aussi, c'était un super moment. Un bon souvenir. Un super souvenir. Tu te souviens quand la fusée elle est passée devant nous? Si tu pouvais recommander, mettre entre toutes les mains un seul livre aux personnes qui nous écoutent, quel serait ce livre? C'est difficile, un seul. I know. Ouais. Alors, pour l'instant, je dis pas de livre, mais juste... Tu peux. Voilà. Non, tu peux dire autre chose? Non, je vais dire un livre à la fin. Okay. Je vais pas tricher, il y en aura qu'un. Mais juste pour dire qu'en fait, j'hésite beaucoup parce qu'il y a 3 auteurs, en gros, qui m'ont énormément influencé. C'est Romain Gary, Joseph Kessel et Jules Verne. Jules Verne, j'en ai déjà un peu parlé, du coup, donc je vais pas parler de Jules Verne. Mais donc, je vais choisir Romain Gary, et je pense que le dernier livre qu'il a écrit sous son vrai nom, Romain Gary, Les Cerfs-Volants, c'est un livre que je recommande vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment justement un manifeste de tendresse, d'humanité, de compréhension, tu vois, de l'autre, de se mettre à la place des autres, de pas juger, tu vois, inutilement, d'épouser une cause aussi, tu vois, la résistance, parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un livre formidable que je conseille vraiment, un médicament d'humanité en ce moment. C'est un beau titre, un médicament d'humanité. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Alors, il
faut que ce soit quelqu'un, oui, il faut que ce soit quelqu'un que tu que je puisses inviter. peux vraiment recevoir. Ouais. Effectivement, ok. Mais l'ambition est grande, donc ne te censure pas. Je peux en donner 2 ? Ouais. Ok, cool. Donc, du coup, j'en donnerai 3. Non, le premier, je pense qu'il serait vraiment intéressant, c'est dans le monde sportif. Je sais pas si tu le connais, Guillaume Néry. C'est un apnéiste. Ah oui. Voilà, qui est champion du monde d'apnée. Moi, j'aime beaucoup l'apnée aussi. Enfant, j'ai fait beaucoup d'apnée, de chasse sous-marine. Et son approche de la discipline et son approche de l'entraînement est vraiment très intéressante. J'avais écouté un podcast de lui qui m'avait beaucoup plu, avec des conseils très pratiques. C'est sur le podcast de façon Mathieu dont Stéphanie ou pas? C'était Non. Les secrets du mental. Ah non, ok. Voilà. Et sur la façon dont il s'entraîne, tu vois, sur ce qu'il avait changé au fur et à mesure de sa carrière, sa vision, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, tu vois, ça m'intéresserait de le voir ici. Ensuite, je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois, que tu reçoives Laura Chobard, je sais pas si tu vois qui c'est. Non plus. Donc, c'est la directrice de l'école polytechnique, et c'est la première femme directrice de l'école polytechnique. Elle fait partie du corps de l'armement, comme moi. Mais je pense que j'ai eu la chance de la croiser 2-3 fois. Elle aurait des choses vraiment intéressantes à te raconter. Et elle serait sans langue de bois? En tout cas, Parce dans que mon moi, c'est expérience... toujours la peur que j'ai Ouais. des institutionnels, tu vois, on nous contacte souvent et en fait, je décline parce que je me dis, en fait, généralement, ils viennent plus pour se donner une image que pour être eux-mêmes. Mais bon. Mais en l'occurrence, j'aimerais aussi beaucoup la recevoir parce que, enfin, voilà, c'est quand même un signal fort d'avoir la première femme qui dirige Polytechnique, quoi. Bah, après, je pense que tu as aussi, de mon expérience, pas mal d'autorité sur la façon dont se déroule l'entretien. Enfin, c'est pas du tout négatif, hein, mais T'inquiète, c'est un terme que j'adore. c'est toi qui poses des questions et qui finalement va pouvoir orienter vers quelque chose de sincère. Et je sais pas s'il y aura vraiment la place de passer des messages institutionnels, même si c'est normal, tu vois, tout le monde aussi prêche pour sa paroisse. Prêche pour sa paroisse. Moi, je suis hyper reconnaissant des institutions qui me soutiennent, donc voilà, j'aime bien en parler et c'est normal, mais je pense que ça pourrait être clairement un entretien intéressant. L'appel est lancé, je suis sûr que dans la commune, il y a des personnes qui la connaissent, de près ou de loin. Et pour finir, encore un sportif, parce que j'ai vu que tu n'avais reçu peu de sportifs, ou en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup dans tes invités précédents. Je pense parce que j'ai joué au rugby toute ma vie. Okay. Et donc, Antoine Mon Dupont. papa aussi. Antoine Dupont, bah Antoine, il le sait, il est invité. Hein. Ouais, bah en plus, là, c'est peut-être l'occasion parce que. Ah oui, le pauvre. Ouais, le pauvre, bravo pour le tournoi à destination, par contre. C'est clair. Big up. Il a été encore une fois extraordinaire sur le terrain, mais aussi dans son état d'esprit après le match, et malgré sa blessure. Ouais. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui aurait des choses aussi super intéressantes à te raconter. Le défi est lancé. Et la dernière question que je pose à mes invités, c'est d'imaginer que demain, pour le coup, on ne puisse plus te revoir. Tu pars sur Mars, t'as décidé d'y aller tout seul. Et on ne peut plus avoir accès à tes travaux de recherche, tu ne peux plus voir les personnes que t'aimes. Tu peux juste laisser derrière toi 3 enseignements écrits sur une petite feuille, écrits au crayon à papier. Les 3 enseignements les plus précieux que tu as envie de transmettre. Quels seraient ces enseignements? T'as le don de la mise en situation, quand même. de nous imposer à faire des choix. Alors, la première chose que j'écrirais, et j'ai le droit de développer un peu quand même. Bien sûr. J'écris le mot que je mettrai, puis après j'explique. Développe autant que tu veux. Ah, c'est gentil. Donc le premier mot que je mettrais, c'est l'état d'esprit, parce que pour moi, c'est ce qui est un des aspects les plus importants dans la vie, c'est l'état d'esprit avec lequel tu approches les autres, avec lesquels tu approches les difficultés que tu as. Et donc je rangerais là-dedans, si tu veux, l'impératif de travailler en équipe, de toujours jouer collectif, que tu gagnes jamais finalement à rouler que pour toi, quelle que soit la compétitivité du milieu dans lequel tu es. Je fais une toute petite aparté, mais par exemple, tu vois, sur la sélection des astronautes, c'est quand même hyper compétitif. Pour autant, je me suis fait 2 amis très proches pendant cette compétition, qui sont, en l'occurrence, ont été aussi retenus à la fin. Tu vois? Donc c'est Antea Comellini, l'astronome de réserve italienne, et Carmen Posning, l'astronome de réserve autrichienne. Et qui sont des personnes formidables, tu vois, alors que pourtant, on s'est rencontrés à un moment qui était censé être particulièrement compétitif. Donc, l'état d'esprit aussi, c'est ce dont on a parlé un petit peu, tu vois, quand on parlait des erreurs, par exemple, vis-à-vis des autres, d'avoir une certaine bienveillance, de ne pas partir du principe tout le temps
que quand quelqu'un te fait quelque chose qui te déplaît, c'était fait exprès, mais qu'en fait, probablement, il y a des raisons que tu ne vois pas et qui te permettraient d'expliquer les choses d'une façon beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et voilà, reconnaître ça. Donc, partie état d'esprit. Ensuite, je mettrai la curiosité. Tu vois, on en a parlé aussi un petit peu sur la passion, le fait que c'est souvent pour moi l'élément déclencheur, la première étincelle, et le fait que à chaque fois que tu te poses une question sur ce qui t'entoure, pour moi, c'est vraiment une invitation dans laquelle il faut se lancer. Et ça peut être le fonctionnement d'une machine à café, d'un appareil photo, ça peut être une plante, un aspect du vivant, ça peut être l'exploration spatiale, mais dès que tu te demandes pourquoi, pour moi, c'est génial. Et c'est de là que partent souvent les grands objectifs et les grandes réalisations. Ensuite, j'écrirai opportunité, parce que ça va avec la partie curiosité. C'est que c'est l'étape d'après. En fait, souvent, je pense que la vie te propose des opportunités et qu'il faut arriver à se lancer. Ça, c'est hyper important. Il faut oser. Tu vois, c'est un mot. Je suis content parce que je n'avais pas réussi à le mettre jusqu'à présent. Mais c'est le nom d'une association pour laquelle je travaillais quand j'étais à Super Héros, qui encadre des jeunes en situation de difficulté pour les pousser à oser avoir une ambition. Et ça, je pense que c'est très important. Oser saisir les opportunités. Et c'est ce qu'on disait aussi, ne pas attendre d'être sûr et certain que ça va aller au bout, que c'est formidable, que ça va être chouette pour y aller, mais accepter de prendre le risque, de tout le temps lever la main, et parfois ce sera formidable, parfois peut-être un peu moins. Et j'en ai 3, mais je t'en dis quand même un 4e, parce que je triche, mais tu verras pourquoi. C'est persévérance, parce que pour moi c'est un des aspects les plus importants finalement, c'est que le talent que tu peux avoir vis-à-vis d'un problème, vis-à-vis d'une compétence, les résultats que tu obtiens, c'est pas très important par rapport aux efforts que tu déploies pour aller dans cette direction. Et c'est ça finalement qui reste après toi, c'est ça dont tu peux être fier, c'est ça qui te donne confiance en toi. C'est pas le résultat absolu, mais c'est les efforts que tu as déployés. Et ça demande de la persévérance, tu vois. Et je pense que pour moi, c'est vraiment un peu la carte cardinale que j'ai toujours utilisée dans ma vie, c'est d'être celui qui bosse, quoi, tu vois, qui à un moment se met la tête dans les cahiers, qui y va et qui fait des heures de travail, parce que ça trahit jamais, et c'est difficile, parfois ça paye pas, mais c'est très rare quand même, et on en sort toujours grandi. Voilà, donc c'était les 4, et pourquoi j'en ai donné 4 ? Parce que j'ai un pense-bête, c'est le nom des 4 rovers qui sont actuellement sur Mars, en anglais bien sûr, Spirit, Opportunity, Curiosity et Persévérance. Trop corpo, j'adore. Merci beaucoup Arnaud, c'était hyper intéressant. Franchement, j'aurais pu continuer longtemps. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, qui veulent en savoir plus sur l'Agence européenne spatiale, c'est dans cet ordre. Non, c'est l'inverse, l'Agence spatiale européenne. Ouais. Tu veux qu'on les redirige où ? Alors, actuellement, je suis présent sur 2 réseaux sociaux, donc Instagram, donc c'est Arnaud Astro, et sur LinkedIn. Et donc, du coup, je parle un peu de mes missions avec l'Armée de l'air et de l'espace, de mes missions et de mes entraînements avec l'Agence spatiale européenne, aussi avec le CNES, l'Agence spatiale française, qui m'aide et qui me soutient énormément dans cette aventure, on va dire, et enfin la Direction générale de l'armement, pour laquelle j'ai eu la chance de travailler. Donc voilà, si vous me suivez sur ces 2 réseaux, vous en saurez plus sur ces missions et mon approche de ce métier. Trop chouette. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment super.